Bon matin tout le monde. Bien. Oups, nous avons de l'écho ce matin. Donc, Suzanne, est-ce que tu as des écouteurs? Parce que je pense qu'il va y Non, avoir je de n'ai l'écho. pas d'écouteurs. Ma OK, parfait. fonctionnalité, ça Non, fonctionne c'est pas peut-être sur juste mon mon son qui était trop élevé. Donc, en ce 16 août, écoutez, on a la chance de recevoir ce matin Suzanne. Bon matin, Suzanne. Bon matin, Lucie! Good. Écoutez, vous savez, parler anglais en affaires, c'est important parce que ça vous ouvre 2 fois plus de marchés. Donc, quand on a un marché francophone, le marché anglophone, mais parler anglais de la bonne façon en affaires, ça, c'est encore beaucoup plus important. Mais avant d'aller dans ce que tu as développé, Suzanne, j'aimerais ça que tu nous racontes ton parcours d'entrepreneur. Par où tu as passé pour être rendu entrepreneur aujourd'hui? Ben, j'ai passé par une série de hasards parce que moi, je n'étais pas destinée à être une entrepreneur, je pense pas, là. C'est que j'ai pris les opportunités quand elles se sont présentées. En fait, Qu'est-ce moi, que tu veux dire par ça? je travaillais en ressources humaines, tu vois. J'avais 15 ans d'expérience là-dedans. Puis, j'avais fait le tour de mon jardin, mais quand même, tu sais, c'était contrat après contrat après contrat. J'étais heureuse dans ce domaine-là. Je travaillais pour les organismes sans but lucratif qui sont reliés à des maladies comme les maladies du cœur, le cancer, etc. Moi, je voulais que mon jardin soit plus grand. Donc, j'ai fait un premier pas. Je suis allée étudier à Montréal, à l'Université McGill, en bioéthique. Donc, la bioéthique, c'est un nouveau champ. Alors, on est en 2003. Et puis, en 2003, c'est vraiment un nouveau champ d'expertise. Et c'était fascinant, les cellules souches. En fait, tu sais, mon cerveau là, était plein de nouvelles idées. La bioéthique, ça s'adresse, tu sais, comme dans un cas de pandémie comme aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut nous aider énormément à prendre des bonnes décisions, entre autres. Là. Donc, après la première année, je suis revenue à Québec pour penser à un mémoire de maîtrise. Puis, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'un jour, j'ai un appel d'un professeur d'anglais qui avait eu mon nom par une autre personne et puis qui savait que j'aime enseigner, j'aime être en lien avec les gens. Il a dit, j'aimerais que tu viennes travailler comme professeur d'anglais. Puis là, j'ai expliqué, écoute, je ne suis pas professeur d'anglais. Je ne suis pas un professeur d'anglais. Alors, j'ai répété ça plusieurs fois, mais il m'avait connu par une personne interposée. Donc, il a dit, écoute, viens me rencontrer. Puis, il dit, après ça, on verra si tu n'es pas un professeur d'anglais. Donc, je l'ai rencontré. Lui, c'était fascinant parce que c'est un déserteur de l'armée américaine. Il ne peut pas retourner chez lui à cette époque-là. Puis, il connaît des choses, il est fascinant, il est très intéressant. Puis, il a fait sa carrière en enseignement au secondaire. Puis là, il enseigne aux gens d'affaires. Puis, là, c'est que quand j'ai rencontré des gens d'affaires pour la première fois, c'est là que je suis tombée en amour. Je suis tombée en passion avec ces gens-là qui veulent apprendre, tu vois. OK. Donc, pour faire une histoire courte, j'ai commencé à enseigner avec lui. Puis c'est là que je me suis rendu compte que les paramètres scolaires sont parfois peut-être pas les meilleurs parce que quand on regarde la situation avec un regard de professeur d'anglais, on ne voit pas souvent des opportunités qui sont à l'extérieur où on voit pas, on pense toujours selon les mêmes paramètres. Comme je les avais pas, ces paramètres-là, j'ai été capable de penser différemment, une méthode unique. OK. Justement, mais je veux dire, c'est quand même un grand cheminement, là. On part de ressources humaines, on s'en va en biotique, puis bioéthique, excuse-moi. Puis, on se ramasse comme professeur d'anglais, là. Bon, fait que donc, quand tu as commencé comme professeur d'anglais, qu'est-ce qui a fait que lui a réussi à te convaincre pour dire que finalement, tu étais un professeur? Je me suis convaincue moi-même. Il m'a dit, fais juste un test, va voir ces gens-là, va les rencontrer. Il dit, je le sais que tu es aux études, tu vas faire un peu d'argent de poche l'été, regarde, tu peux faire ça, là, tu sais. Donc, va les rencontrer. Puis il avait raison. En les rencontrant, en voyant leurs questions, en voyant leurs préoccupations, puis en voyant le fait aussi qu'ils ne parvenaient pas à atteindre un bon niveau d'anglais parce qu'il semblait toujours, il semblait pas, il traduisait toujours. Okay. Il y a toujours quelque chose dans le cerveau quand tu apprends une langue seconde comme un adulte qui veut te référer à ta langue maternelle pour te rassurer que tu parles correctement. Mais tu ne peux pas avoir de liberté. C'est impossible d'avoir la liberté d'expression si tu traduis simultanément dans ta tête. Okay. Et j'ai eu plein d'étudiants qui l'ont illustré de façon brillante et j'ai vécu, par le biais de mes étudiants, plein d'histoires fascinantes. Donc, en fait, la base de la méthode que j'ai développée, c'est relié à ma fille. OK.
Et pourquoi donc? Ben, parce que ma fille souffrait d'épilepsie, une épilepsie très grave. OK. L'épilepsie, chez une personne, c'est pas relié vraiment à l'intelligence. L'intelligence est intacte, mais OK. ce qui arrive, c'est que ça touche le comportement. Ah, Ce qui OK. fait que je la comprenais pas. Effectivement, si le comportement était différent, qu'on ne comprend pas d'où ça vient, c'est C'est bizarre. ça, c'est ça. Donc, j'ai étudié les neurosciences en dilettante là, par moi-même, les neurosciences de l'affectivité puis les neurosciences du comportement. J'ai étudié ça à partir des années 90. OK. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu les étudiants en question, pas parce qu'ils avaient des problèmes de comportement, mais j'ai pensé que les neurosciences, étant donné que c'est vraiment tellement plus vaste, Mmh. que je pouvais trouver quelque chose de passionnant, d'autant plus que l'imagerie médicale commençait à ce moment-là. En OK. 2003, il y avait de l'imagerie médicale du cerveau d'une personne qui joue de la guitare, d'une personne qui fait des opérations mathématiques, d'une personne qui chante, d'une Ouais. personne qui apprend une poésie par cœur. Ou en fait, on voyait comment le cerveau apprend. Et c'est à partir de cette imagerie médicale que j'ai développé la méthode Doyle. Ça m'a OK. pris 2 ans pour y arriver, entre 2003 et 2005, ce qui fait que, pour faire une histoire courte, j'ai abandonné la maîtrise en bioéthique, imagine-toi. OK. Fait que tu t'es découvert une nouvelle passion, là, là. Donc, parle-nous justement, c'est quoi la méthode Doyle? Bien, la méthode Doyle, ça va te permettre, c'est une technique qui va te permettre de parvenir à parler un anglais facilement, couramment, parce que tu vas apprendre à mettre en veilleuse ou à tasser, si tu permets le québéquisme, ta boîte en français. Tu vas dire à ta boîte en français, écoute, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de toi, je veux seulement parler en anglais. OK. Alors, la technique est conçue avec euh, des éléments de grammaire, bien entendu, qui doivent être pris en compte, et c'est fait comme un casse-tête. Donc, tu fais un casse-tête à travers ton parcours qui va t'amener à cliquer les derniers morceaux ensemble pour avoir tout ce dont tu as besoin pour parler correctement, bien t'exprimer sans traduire, avec le bon vocabulaire, ce qui fait que, et avec naturel, ce qui fait que tu vas faire ta vie en anglais comme ta vie en français. OK. Et de là, je pense, la neuroscience, parce que ça, cette nouvelle boîte-là, ce que ça fait, c'est que ça crée des nouveaux liens neuronaux. C'est bien ça, je crois. Absolument, parce qu'à chaque jour, c'est une excellente question, Lucie. À chaque jour, nous créons entre 10 000 et 30 000 nouveaux neurones. Quand même. 30 000 nouveaux neurones vont aller se brancher dans notre cerveau. Maintenant, si on les branche avec une intention, ils vont aller construire ce que j'appelle une boîte en anglais. OK. Alors, tu vois, mettons ta langue maternelle qui est très forte, Ouais. mais tu vas être capable de travailler sur une autre boîte langagière, ce qui fait que tu vas passer ta vie soit dans une boîte en anglais ou soit dans une boîte en français, mais pas entre les deux. Exact. Donc, de là, quelqu'un qui parle en anglais parce qu'il fait de la traduction, qui ne parlera jamais de la bonne façon parce que c'est pas le même langage, là, le langage francophone puis le langage anglophone, c'est pas les mêmes. C'est pas moi, quand parce que oui, je suis ton élève. Et je me souviens que qu'est-ce que tu nous répètes souvent, c'est qu'en français, c'est pas comme ça. Fait qu'on peut pas penser en français puis le faire de la bonne façon en anglais. C'est un peu ça. La pensée anglaise et la pensée française sont très différentes, mais de toute façon, chacune des pensées dans une langue différente est différente aussi. Oui, Mais je peux te absolument. donner un exemple pour Vas-y. t'illustrer ça. D'accord. Alors, si je vous ramène à la période de la Révolution française. OK. Le droit français est fait que la personne est considérée comme coupable et elle doit démontrer qu'elle est innocente. Le Oui. droit anglais, c'est l'opposé. La personne est considérée innocente et le procureur de la couronne doit démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. OK. Déjà, on a deux raisonnements qui sont complètement différents. Ben oui. Alors là, dans la période de la Révolution française, on sait que les criminels sont mis en prison, peu importe en Angleterre ou en France, les criminels sont mis en prison. En France, le criminel perd la parole. En fait, il n'est plus une personne, il n'est plus un citoyen et il perd la parole à ce moment-là. Il est en prison et on ne l'entend plus. Et au jour, en fait, ce que les Français apportent de mieux, c'est la guillotine. Parce Oui. que, bon, les exécutions sont publiques à cette époque-là, mais la guillotine, au moins, ça tranche la tête rapidement et puis c'est fini.
Il n'y a plus Tandis rien à que dire. si tu as un bourreau, même si tu es un bureau très habile, tu as une hache que tu effiles à chaque fois, mais ça peut prendre 3 ou 4 coups avant de sectionner la tête, tu vois. Oh, OK. Donc, en Angleterre, on a quand même encore la hache, mais ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi la personne a fait le crime qu'elle a fait. Donc, on va lui parler, on va discuter avec elle, puis ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on a développé la criminologie, qui est une science qui nous permet de savoir pourquoi les criminels font ce qu'ils font, puis pour aider à faire de la prévention jusqu'à un certain point. Donc, tu vois, les raisonnements sont totalement différents et ça s'exprime dans toutes sortes de détails. OK. Donc, la langue vient fondamentalement de cette philosophie-là, de leur philosophie là, de l'époque, là, en fait. Oui, ben, de Ah, toutes les époques, en fait, tu sais, les langues se développent à oui, partir, absolument. tu sais, c'est à partir du début, si tu veux. Tu sais, je vais te donner un autre exemple. En anglais, si je te dis see eye to eye, I see eye to eye with you. Mhm. Alors, si tu le traduis, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, puis que tu le traduis, ben, je te regarde dans les yeux. Ah oui. Mais c'est pas ça. Ça veut dire je suis d'accord avec toi. C'est pas tout à fait la même chose, hein? C'est pas tout à fait la même chose. Et si tu ne connais pas ça, c'est milliers d'expressions idiomatiques, les gens vont te parler, mais toi, tu ne peux pas le comprendre de cette façon-là. Donc aussi, il y a la question du vocabulaire, mais c'est que les métaphores qui sont utilisées ne sont pas les mêmes. Alors, par exemple, si j'ai mal à la gorge, tu sais, j'ai un chat dans la gorge. En français, oui, j'ai un chat dans la gorge, mais en anglais, c'est une grenouille. C'est, On peut pas, ouais, ça sera pas tout à fait la même chose. Et c'est ce qui fait aussi la différence entre quelqu'un qui parle en anglais et quelqu'un qui est bilingue. Parce que quelqu'un qui est bilingue va comprendre justement ces expressions-là, puis il va ben oui, être capable de dire que c'est une grenouille qu'il a dans la gorge. Là. c'est ça. Tu sais, tu vois, c'est que son cerveau se structure en anglais. Tu sais, quand un enfant apprend une langue petit, je dirais c'est avant l'âge de 7 ans qui est l'âge d'or de l'apprentissage des langues pour un enfant, il ne se pose pas de questions. Non, Tu c'est ça. tu vas l'installer devant un téléviseur ou avec des comics ou un film en anglais, il ne se pose pas de questions, il va l'écouter, c'est tout. Mm. Puis il va OK. s'ouvrir à ce langage-là. C'est ça. Donc, il va ouvrir sa nouvelle boîte. Fait que Exact. dans le fond c'est ça que tu nous apprends à ouvrir cette nouvelle boîte-là, puis à fermer celle du français, puis à être capable consciemment de dire je n'ai plus besoin de ma boîte de français. Il faut juste que je mette des nouveaux mots, des nouveaux termes, des nouvelles façons de penser en anglais, c'est tout. Là. Voilà. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Comme je disais tantôt, moi-même, ton étudiante qui est partie d'à peu près zéro, en quelques mois, vous savez quoi, 2 mois, je crois, j'ai commencé mes cours, puis déjà, je suis capable de parler au passé, au présent, au futur. Je suis capable de comprendre la majorité des chansons, de ce qui se dit. Puis il y a quelques mois, j'écoutais une chanson, puis je la baragouinais, puis je n'avais aucune idée de ce qu'il disait. Là. Fait que c'est vraiment Ouais. impressionnant la vitesse en plus qu'on apprend. Et ça, je pense que c'est une différence aussi, Suzanne, hein, parce que dans une méthode où est-ce qu'on fait de la traduction ou qu'on apprend du par cœur, on peut apprendre pendant 5, 6, 7 ans, puis toujours être au même niveau, là, parce que c'est du par cœur, puis on finit par l'oublier, le par cœur. Tandis que toi, ta méthode, on apprend beaucoup plus rapidement, je crois. Ben, écoute, c'est encore une excellente question. Les parcours que j'ai développés sont un peu plus longs que des cours conventionnels. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que surtout ce que j'ai vécu avec mon prof qui m'avait engagé au début. Alors, mettons que tu as un cours de 45 heures, tu as un beau petit cours de 45 heures, puis là, tu apprends l'anglais. Tu dis, que ça va bien, là, tu sais, j'apprends l'anglais, ça va bien, etc. Mais aussitôt que le cours est terminé, ça retombe. Puis là, la personne dit, ben écoute, c'est parce que je ne pratique pas. Mais non, ce n'est pas nécessairement parce que tu ne pratiques pas. C'est juste que ton cerveau a appris des choses par cœur. Puis, normalement, de toute façon, pour n'importe quel cours qu'on va prendre, malheureusement, on va avoir perdu 80% de ce qu'on a appris. Tout à fait. Donc, si tu commences le deuxième segment, donc ton deuxième segment, ton deuxième 45 heures, bien là, le professeur doit retourner en arrière parce que tu as oublié. Ah oui. Donc, plus tu vas prendre de cours, plus tu vas oublier finalement, puis on doit revenir en arrière, ce qui fait que le niveau reste stable. C'est ça qui est dommage. Tout à fait. Fait que là, on paye, mais on n'avance pas parce qu'on est obligé de recommencer, reculer, puis on recommence tout le temps la même affaire, finalement. Oui, oui. Ouais. Tandis que, qu'est-ce qui est différent avec toi? Bien, ce qui est différent, c'est qu'on va aller chercher le contenu qui va nous rendre autonomes. J'appelle ça l'autonomie, vers l'autonomie. Dans le fond, c'est plus que se débrouiller, c'est d'être
habile, être capable de s'exprimer selon ce qu'on a besoin de faire. Alors, mettons, moi, si je travaille dans une entreprise et que j'ai un certain domaine d'expertise, je vais surtout travailler dans ce domaine d'expertise-là, mais pas seulement juste à travailler avec des mots de vocabulaire de ton expertise dans ton domaine, à parler de n'importe quoi, en maîtrisant les temps de verbe. Parce que là, ben, si je te parle d'une boîte en anglais, ce qui va t'aider, c'est à la structurer. Ce sont les temps de verbe beaucoup plus que le vocabulaire. Donc, le passé, le présent, le futur, en anglais et en français, il y a un décalage. Il y a une façon différente d'exprimer le temps. Donc, quand tu vas devenir capable de bien t'exprimer dans le temps, tu vas être capable de parler de n'importe quoi. Alors, tu vas être capable de savoir quelle est la température avec la personne. En fait, ce que je veux, le critère pour moi, savoir si tu as bien réussi vers l'autonomie, c'est que tu vas être capable d'avoir des amis en anglais. Tu vas être capable d'avoir des amis anglophones. Tu vas être capable, tu sais, mettons, d'aller en Floride, d'avoir ton condo en Floride, puis d'aller jouer au golf, puis de parler avec les gens là-bas. Tu vas être capable de te créer des amitiés, de te créer un nouveau réseau, puis ça change la vie au complet. Oui, parce que c'est autant difficile pour un anglophone d'entendre parler quelqu'un qui baragouine l'anglais que nous, d'essayer de le baragouiner aussi, là, puis de toujours chercher ses mots, puis de toujours chercher la façon de traduire. Tandis que quand on ouvre notre boîte en anglais, puis qu'on comprend justement ces temps de verbes-là, puis de la façon de le dire, ça devient fluide, ça devient le fun. Fait que tu peux t'amuser, tu es plus concentré à ce que tu dis, tu peux t'amuser de la même façon que quand on le fait en français. Et là, Exactement. comprends ce que tu dis, c'est qu'on peut développer beaucoup plus quand on est capable de faire ça, parce que c'est pas le fun pour des anglophones de nous entendre, nous tromper continuellement ou de juste mal dire les choses de la mauvaise façon. Là. Ben, les gens d'affaires vont faire attention à toi parce qu'ils savent que tu fais un effort. Puis ils vont souvent te dire Your English is better than my French. Oui, Ils vont dire ça. Mais c'est parce qu'ils n'auront pas le goût de t'inviter à souper. Tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. Puis peut-être que ton meilleur client va se retrouver être anglophone, puis que tu aurais le goût, justement, de vouloir l'accompagner ou de vouloir aller à quelque part avec ou aller manger. Tu sais. Ben oui, puis non seulement ça, c'est que souvent les affaires se concluent autour d'un repas. Absolument. 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 Je suis d'accord avec toi. Mm. Écoute, Suzanne, on est presque à la fin. Je demande toujours à mes invités de donner un truc pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aurais comme truc à nous donner ce matin? J'ai un truc. Si vous voulez vérifier si vous avez une boîte en anglais, dans le fond, vous allez marcher. Vous allez dehors, vous allez marcher, vous allez vous minuter pour 5 minutes. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous marchez en comptant vos pas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous allez compter jusqu'à 25 en anglais. Puis après ça, vous allez reprendre de 25 à 0. OK. Mais vous allez rester dans votre boîte en anglais si vous en avez une. Là, vous allez vérifier si, parce que votre cerveau va vous dire, voyons, Louise, voyons Lucie, voyons Pierre. C'est pas comme ça qu'on vit notre vie d'habitude. Là. Alors, le cerveau va vous envoyer des idées. Si le cerveau vous envoie des idées en français pendant cette période-là, c'est que votre boîte en anglais n'existe pas. OK. Mais si votre cerveau vous envoie des idées en anglais, alors c'est que vous êtes sur le bon chemin et que ça va bien, vous avez un niveau d'anglais qui est satisfaisant. Maintenant, il faut être honnête, il faut le regarder correctement. En fait, c'est ce qu'on va solliciter, c'est notre cerveau par défaut. Okay. C'est le cerveau, dans le fond, qui va vous guider quand vous vous promenez, puis, mettons, on se promène en voiture, tout à coup, on se rend compte qu'on ne va pas dans la direction qu'on avait choisi d'aller. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Lucie? Oh, oui, tout à fait. Donc, c'est que ton cerveau, par défaut, a pris le contrôle alors que tu avais une distraction. Puis, t'amène là où tu vas habituellement. C'est ça. Donc, si ton cerveau, par défaut, pense en anglais, c'est que ta boîte en anglais est bien structurée. Mais sinon, ben, ça serait intéressant que tu m'appelles pour que je puisse t'aider. Mais en fait, je suis sûre que tu peux même aider ceux qui ont une boîte en anglais pour juste comprendre justement ce que tu disais, les idiomatiques. Les expressions idiomatiques, oui. Idiomatiques, parce qu'il y en a beaucoup, puis souvent, c'est pas du tout ce qui a rapport en français. Donc, il y a tellement de choses à apprendre et à améliorer pour devenir parfaitement bilingue. Et je pense que c'est un peu ça, hein, ta méthode, c'est de devenir parfaitement bilingue en peu de temps et non pas d'être obligé de reprendre des cours et des cours puis de rester en cours d'anglais toute sa vie. Là. Parfaitement bilingue, c'est un peu trop fort parce que le bilinguisme, écoute, là, c'est quand même des années d'expérience.
C'est pour ça que j'appelle ça l'autonomie. OK. L'autonomie, c'est vraiment être capable, dans son domaine, de faire la même chose que ce que tu fais dans ta langue maternelle. Mais ça a changé la vie de plein de gens. Tu sais. Il y avait une naturopathe tu sais, qui suivait des cours en Colombie-Britannique parce qu'elle voulait devenir vraiment spécialiste des chocs post-traumatiques. Une femme intelligente, brillante, elle se rendait compte qu'en échangeant là-bas, les gens ne comprenaient pas de quoi elle parlait. Il y avait un décalage. Alors, elle a fait la technique et puis non seulement elle est capable de bien s'exprimer, mais en plus, elle est devenue une assistante du prof. Puis, la moitié de sa clientèle est anglophone maintenant. Wow, c'est quelque chose. Tu sais, quand on parle de conquérir un marché, il faut y penser. Ici, au Québec, on a 8 millions de collaborateurs. En France, je pense que c'est à peu près 67 millions d'habitants qu'il y a en France. Mais si on regarde juste l'Amérique du Nord, il y a 37 millions de Canadiens, donc 29 millions de Canadiens qu'on peut aller, avec qui on peut faire des affaires, et 333 millions d'Américains. Quand même, c'est un petit marché, là. Si vous voulez faire de l'expansion, je pense que ça passe par là, là. Ça va nous aider à faire de l'expansion. Ça va nous aider. Écoute, un grand merci, Suzanne, d'avoir été avec nous ce matin. Et généralement, j'essaie de maintenir ça en bas de 20 minutes, mais c'était trop intéressant. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Fait qu'allez faire votre petite marche, 5 minutes, on compte en anglais, puis on voit si on a vraiment une boîte en anglais ou non. Mais peu importe qu'on en ait une ou non, l'Académie Doyle est là pour vous aider. Puis Suzanne, si on veut te rejoindre, à quel endroit on peut te rejoindre le plus facilement? Ben, c'est info@academiedoyle.com et il y a 2 numéros de téléphone, Montréal 514-912-8765 ou Québec 418-929-9989. Sinon, on peut te retrouver sur LinkedIn aussi. Je sais que tu es assez présente. Donc, puis LinkedIn, Facebook. C'est ça. Ben, on mettra les coordonnées de toute façon en dessous des posts. Donc, vous pourrez retrouver Suzanne là, facilement. Donc, on vous souhaite une belle semaine, tout le monde. On se revoit jeudi. Jeudi, ça ne sera pas un live. Ça va être mon podcast que je vais vous faire cette semaine pour vous faire découvrir justement le podcast qui est de faire voyager son entreprise. Donc, bonne semaine, tout le monde. Merci encore, Suzanne, d'avoir été là. Merci pour ton invitation, Lucie. À bientôt. Grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.